eu beaucoup de thématiques présentées depuis ce matin dans le cadre du e-salon. Et c'est vrai que la plupart de ces thématiques étaient orientées vers l'accession à la propriété. Donc, vous avez eu les différentes formes d'accession sociale, acheter dans le neuf, les parcours pour devenir propriétaire et également acheter ou plutôt faire construire sa maison individuelle. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces conférences si elles vous intéressent en replay sur le salon. Elles seront également à vos dispositions, toutes ces conférences en replay. Et donc là, pour la 7e conférence, on voulait consacrer la thématique à l'accession, enfin l'allocation, soit dans le cadre d'un logement social ou dans le cadre d'un logement intermédiaire. Donc déjà, bonjour à tous. Donc Sandrine Delibio, je suis la directrice du développement au groupe CSF et je serai en charge d'animer ce webinaire et je serai accompagnée par Guilhem Canva, qui est le directeur de projet logement des agents publics à la DGAFP et qui nous parlera des logements sociaux, comment accéder à des logements sociaux, mais également de Bruno Ferreira, qui est directeur grand compte CDC Habitat, qui viendra vous parler plus spécifiquement des logements intermédiaires. On connaît effectivement les logements sociaux, on connaît le locatif dans le parc privé, mais il existe également entre les deux ce qu'on appelle du logement intermédiaire, qui est souvent moins connu, et donc on voulait mettre en lumière ce type de location dont d'ailleurs Bruno vous présentera et vous dira ce qu'il en est et comment accéder à ce type de logement. Donc voilà, un webinaire sur le locatif social et intermédiaire. Je vous propose donc, je crois que tout le monde a fermé ses micros parce que pour l'intervention de Guilhem et de Bruno, ça sera plus agréable, mais vous pouvez tout à fait poser vos questions dans le fil de discussion. Et Mélina Laz, qui est également du groupe CSF, sera en charge et pourra répondre à vos questions ou les poser aux différents intervenants au fur et à mesure de la présentation. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Guilhem Canva qui va nous présenter comment accéder à un logement social. Guilhem, est-ce que vous voulez prendre la main sur la présentation? Non, je vais vous laisser la main, Sandrine. Ok. Comme ça, Ok. voilà, je peux me concentrer sur la présentation. Ce sera parfait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, comme l'a indiqué Sandrine Delibio, je vais vous parler de logement social et essayer de vous indiquer pour la plupart d'entre vous qu'est-ce que c'est, comment on y accède et puis quelques éléments importants à avoir en tête pour pouvoir connaître les procédures et faire en sorte, effectivement, dans un contexte où c'est compliqué de se loger, de pouvoir y accéder. Donc peut-être en premier lieu, qu'est-ce que c'est qu'un logement social? Donc c'est un logement, souvent on parle aussi de logement HLM, qui est destiné à des ménages qui ont des revenus modestes ou intermédiaires, hein. Ce n'est pas uniquement les personnes avec les ménages, les revenus les plus modestes, et qui est proposé à un loyer qui est nettement inférieur à celui du marché. L'objectif, hein, du développement du logement social, c'est bien de permettre l'accès au logement pour tous et la mixité sociale. Alors, ces logements sociaux, ils sont construits et gérés par des bailleurs sociaux. Donc, c'est des organismes HLM, ça peut être des offices publics, ça peut être des sociétés HLM, ça peut être des sociétés d'économie mixte. Voilà, et puis il peut y avoir différentes formes d'organisation. Et bon, du point de vue du locataire, ça n'a pas forcément un impact important. Ah, on ne m'entend pas. Moi, je vous entends très bien. Alors, c'est peut-être pour certains de nos visiteurs qui ont un problème de son, parce que moi, Guilhem, je vous entends très bien. Je vous entends également. Oui, moi, je pense que parfois, alors, éventuellement, pour certains visiteurs qui ont des problèmes de connexion, c'est parfois le navigateur. Si vous pouvez éventuellement essayer de changer votre navigateur pour écouter. Alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les inscrits recevront le webinaire en replay. Il sera également mis sur le site du e-salon, donc vous pouvez le réécouter. Alors, si la personne ne nous entend pas, elle ne va pas entendre mon message, mais peut-être que Mélina,
tu peux informer nos visiteurs, nos participants que de toute façon, ils l'auront en replay avec le son. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai indiqué dans le fil de conversation. Et Guilhem, on vous entend très bien. Je vous invite à poursuivre. Bon, très bien. Bon, c'est parfait, je poursuis. Donc, ces logements sociaux, ils sont construits ou les bailleurs sociaux les font construire avec le soutien de l'État, donc sous la forme de subventions et de prêts qui sont octroyés par la Caisse des dépôts et consignations et avec le soutien des collectivités locales. Et donc, ces logements qui présentent donc un intérêt J'arrive pas à couper le son. de leur loyer, Je suis désolée. compte tenu de leurs loyers qui sont limités par rapport au prix du marché. Donc, il y a quand même des conditions et des procédures fixées par la loi pour pouvoir les attribuer. Donc, une des premières conditions, c'est une condition de ressources, même si cette condition fait que 70% des ménages français sont éligibles. C'est vraiment une large part de la population qui peut avoir accès au logement social. Et dernier point à avoir en tête pour cette rapide présentation du logement social, c'est que le parc social représente en France environ 5,2 millions de logements. C'est 17% du parc de logements. Donc, c'est quand même un parc qui est significatif. Alors, j'ai parlé de plafond de ressources. Donc, sur la diapositive suivante, on peut rentrer dans le détail des plafonds de ressources. Voilà, donc ces plafonds de ressources, ils dépendent de la composition du ménage, du type de logement, de la zone géographique, et ils sont à comparer avec son revenu fiscal de référence de l'année N-2. Donc, c'est-à-dire que par rapport aux revenus qui sont indiqués, s'il faut regarder, c'est son avis d'imposition de l'année 2023, puisque là, on est en 2025, et identifier à quel logement social on peut, le cas échéant, être éligible. Donc, ça dépend de la zone géographique. Donc, juste à titre d'illustration, j'ai pris l'exemple de Strasbourg. Donc, on est hors Paris et communes limitrophes, on est hors Île-de-France. Et donc là, pour un ménage de 4 personnes avec 2 personnes à charge, donc par exemple une famille avec 2 enfants, donc pour accéder à un logement de type PLAI, on est sur un plafond de revenus de 24 875 €. Pour un logement identifié en plus, le plafond, c'est 44 982 €. Et pour un logement en ce qu'on appelle PLS, c'est 58 477 €. Donc, ces différents logements. J'ai une question. C'est quoi la différence entre le PLAI, le plus et le PLS? Qu'est-ce que ça fait, le fait de pouvoir accéder à ces 3 types de logements? Est-ce que vous Alors, pouvez nous expliquer? la différence entre ces types de logements, c'est les modalités sur lesquelles ils ont été financés. Donc, je dirais que ça fait une différence par rapport, en premier lieu, au bailleur. Et pour le locataire, c'est des logements qui sont à des loyers plus ou moins élevés. Donc, les loyers les moins élevés sont sur les PLAI et les loyers les plus élevés sont sur les PLS. Après, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas forcément un élément de qualité particulière du logement. On peut avoir des logements neufs en PLAI et on peut avoir des logements plus anciens en PLS. Donc, ce qui est important de connaître pour les différents demandeurs, c'est à quel niveau de logement on peut être éligible. Donc, pour ça, il existe plusieurs simulateurs. Il y en a notamment un qui est disponible sur le portail logement de la fonction publique et qui permet d'identifier voilà, si on est éligible à un logement social et à quel niveau de logement social on peut accéder. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur le stand de la DGAFP, sur le e-salon, puisque vous avez à disposition tous les outils justement de simulation pour mesurer votre accessibilité à un logement social intermédiaire ou même à de l'accession sociale à la propriété.
Peut-être ce qu'on pourra faire, Sandrine, c'est peut-être remettre dans le chat le lien vers le simulateur ou vers le portail. Exactement. Donc ensuite, une fois que vous avez identifié si vous êtes éligible à un logement social, la procédure, c'est en premier lieu de déposer une demande. Alors, le plus simple, c'est de déposer une demande en ligne. Et donc, là, j'ai indiqué le lien vers le site qui permet de faire cette demande en ligne. Et puis, par contre, il y a une autre possibilité qui est de s'enregistrer auprès de ce qu'on appelle un guichet enregistreur qu'on va trouver chez les bailleurs sociaux ou chez les mairies. Mais l'avantage de l'enregistrement en ligne, c'est de pouvoir suivre plus facilement sa demande. Donc, une fois qu'on a déposé sa demande, elle va être enregistrée. Et donc, dans un délai de 1 mois maximum, vous recevrez l'attestation d'enregistrement qui contient le numéro unique de demande. Alors, ça ne vaut pas attribution d'un logement, mais ça permet que cette demande soit diffusée aux différents bailleurs du département dans lequel vous avez fait la demande, ou, dans le cas de l'Île-de-France, à l'ensemble des bailleurs sur la région. Alors, ce qui est très important, c'est que cette demande, elle est vivante. C'est-à-dire que chaque année, au moins, il faut la renouveler. Et à chaque fois que vous avez un changement de situation, il faut actualiser cette demande. Ça peut être, par exemple, un ménage qui s'agrandit avec une naissance. Voilà, donc cette demande, il faut pouvoir la mettre à jour le plus régulièrement possible. Donc une fois que cette demande est enregistrée, J'ai une question. C'est en fait, du coup, si je fais quel que soit l'endroit où je fais ma demande, ensuite la demande est centralisée et en fait, c'est par rapport à mon lieu de demande qu'elle sera adressée aux différents bailleurs du département. Mais en fait, il y a un outil qui centralise toutes les demandes de logement social. tout à fait. Quand on fait la Ok, demande en ligne, on peut la faire de n'importe où. Ce qui ok. compte, c'est les communes dans lesquelles vous avez indiqué souhaiter habiter. Donc, une fois que la demande est enregistrée, les différents bailleurs sociaux ou donc les Bonjour. réservataires, je reviendrai sur cette notion de réservataire, Ex- vont identifier les locataires Excusez-moi s'il potentiels. vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît, j'ai une petite question. Excusez-moi de vous interrompre de toute façon. Et je voudrais savoir à partir de quel moment vous estimez que une personne, une famille, a le droit d'avoir un logement plus grand, sachant que je vous dis brièvement ma situation. En fait, on est un Excusez-moi, couple avec 2 excusez-moi. enfants. Le webinaire, en fait, Et là, on ne peut pas traiter des sujets individuels. Donc, est-ce que vous pouvez poser vos questions? Parce on est nombreux. Et donc, si chacun pose sa question, est-ce que vous pouvez vous poser vos questions en ligne et Guilhem vous y répondra après? Parce qu'on on peut pas traiter les cas individuels. Je suis désolée. On se doute, bien évidemment, que vous avez beaucoup de questions, mais posez-la en ligne et on vous y répondra. Hein, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci. Et donc, une fois que vous avez votre demande enregistrée, donc les bailleurs identifient les locataires potentiels qui correspondent au logement disponible, donc c'est-à-dire soit aux logements neufs qui sont livrés, soit aux logements qui sont libérés par les précédents locataires. Et une fois qu'ils ont identifié différents locataires potentiels, ils réunissent ce qu'on appelle une commission d'attribution des logements, ou CALEOL. Et c'est cette commission qui va décider de l'attribution du logement social en classant quelques candidats. En général, ils en classent 3, 4 ou 5 candidats. Et donc, voilà, si vous êtes classé en numéro 1, on va vous proposer le logement et si vous convient, vous allez pouvoir signer le bail. Et puis, si le candidat numéro 1 n'accepte pas le logement, il est proposé au candidat qui est classé en numéro 2 et ainsi de suite. Donc, j'ai parlé de réservataires. Donc, il y a effectivement des différentes entités. Ça peut être des communes, ça peut être des organisations, des employeurs qui prennent auprès des bailleurs sociaux des réservataires
et des réservations de logements sociaux, pardon. Et donc, dans ce cas, ce sont eux qui vont proposer différents candidats parmi, parmi les personnes dont ils gèrent les candidatures. Donc, si je donne un exemple, les communes disposent de réservations dans le parc social situé sur leur commune. Et donc, quand ils ont des réservations, les communes vont aller identifier parmi les demandeurs qu'elles connaissent, celles ou ceux qu'elles vont positionner sur les logements. Donc, ça, c'était le cas de figure le plus général. Ce qu'il faut connaître également, c'est ce qu'on appelle la location choisie. Donc, c'est une situation un petit peu différente dans laquelle le locataire potentiel va candidater sur des logements qui sont disponibles en fonction du type de logement auquel il est éligible. Si par exemple, il est éligible à un logement en plus, et que la composition du ménage correspond à la typologie du logement, il va pouvoir candidater sur ce logement. Donc, il y a plusieurs personnes qui candidatent et à la fin, la Caleol décide de l'attribution, pareil, en classant les candidats. Mais dans ce cas, c'est vraiment le locataire, en tout cas le candidat locataire, qui va faire la démarche sur le logement. Donc là, c'est un dispositif qui existe, par exemple, pour certains logements de la ville de Paris, qui existe également pour la bourse au logement des agents de l'État en Île-de-France, et puis il y a d'autres territoires dans lesquels on retrouve ce type de situation. Et puis pareil, l'étape numéro 4, c'est comme ce que j'ai indiqué précédemment, après acceptation, donc le locataire signe son bail. Voilà, alors pour terminer sur cette rapide présentation du logement social, quelques conseils qu'on peut donner aux différents candidats. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la tension sur le logement social est très forte et elle s'est accrue ces dernières années. Donc, pour l'avoir en tête, en 2024, il y a 2,7 millions de demandeurs dans le système national d'enregistrement. Donc ça, ce chiffre-là, il est en hausse sur les 5 dernières années, très, très nettement. Et en face de ces 2,7 millions de demandeurs, il y a 385 000 attributions en 2024. Et ça, ce chiffre est en baisse, notamment du fait de la diminution des logements qui sont libérés par les actuels locataires. Donc ça, pour les candidats, ça veut dire, d'une part, comme conseil qu'on peut donner, d'élargir au maximum sa demande de logement social. C'est-à-dire de ne pas se focaliser sur peut-être une seule commune, mais d'identifier différentes communes dans lesquelles on pourrait habiter. Et là-dessus, donc le site que j'ai déjà indiqué sur lequel on peut faire sa demande de logement social donne des informations précieuses sur le parc de logement social à l'échelle de la commune, et donc il permet d'identifier éventuellement s'il y a des types de logements ou des communes dans lesquelles l'offre est plus importante. Deuxième conseil, c'est de bien tenir à jour sa demande de logement social dès que vous connaissez un logement. C'est de la renouveler parce que un des critères de priorité, ça peut être l'ancienneté de la demande. Donc, c'est important de renouveler sa demande avant qu'elle périme pour pouvoir conserver l'ancienneté de sa demande. Et puis, évidemment, il faut la remplir le plus soigneusement possible. Il peut y avoir des critères qui donnent des priorités, soit de situation, par exemple, lorsque vous devez quitter le logement dans lequel vous êtes, par exemple parce qu'il est repris par votre bailleur. Dans les situations dans lesquelles vous allez, je dirais, être dans un logement insalubre, ou ça peut être des conditions qui dépendent du ménage, notamment s'il y a une personne qui peut être porteur d'un handicap. Un autre point important, donc, c'est de s'informer auprès de son employeur des droits de réservation dont il disposerait éventuellement et de lui faire connaître sa demande de logement social. Donc ça, c'est notamment le cas, je citais l'exemple tout à l'heure, en Île-de-France
pour les fonctionnaires de l'État. Et donc là, c'est effectivement important pour pouvoir accéder, par exemple, à la bourse au logement pour les agents de l'État. Une autre action qui peut être conduite, c'est de s'informer auprès de la ou des communes où l'on souhaite loger, des opportunités qui existent, éventuellement des logements qui pourraient être libérés ou les logements qui vont être livrés. Et puis, dernier conseil, si votre conjoint est salarié d'une entreprise de plus de 20 personnes, il ou elle peut solliciter un logement social réservé au titre du 1% logement, puisque c'est une appréciation qui se fait à l'échelle du ménage. Et donc là, c'est pareil, il faut pouvoir se rapprocher de son employeur. Et en général, on a beaucoup de logements qui sont gérés par Action Logement et qui sont fléchés vers les salariés des entreprises de plus de 20 personnes. Donc voilà quelques conseils qui garantissent pas forcément d'accéder à un logement, mais qui permettent de flécher ces recherches le plus efficacement possible. Vous évoquiez tout à l'heure sur le site demande-logementsocial.gouv.fr des informations précieuses sur le parc social à l'échelle de la commune. Est-ce que sur ce site, ça veut dire qu'on peut voir les logements éventuellement qui sont disponibles ou c'est plutôt la grandeur du parc social sur la commune? Quelles sont les informations qu'on a sur ce site? Alors sur ce site, on a des informations sur le parc de logements, donc pas Ok, celui qui est disponible, mais par contre, on a des informations sur quels sont les bailleurs qui sont présents sur la commune et quelle est la répartition en termes de typologie de logements. Est-ce que c'est plutôt des petits logements ou plutôt des grands logements? Et enfin, on a des éléments sur le nombre de logements qui ont été attribués. Ça donne ok, aussi bien sûr. une information sur la tension sur le logement. Sûr. Parce que je pense que ce qui est sûr, c'est que nos visiteurs poseraient la question, mais je pense qu'on a déjà la réponse, savoir à peu près entre une demande et un délai. Mais vous allez me dire, ça dépend, ça doit dépendre du secteur, ça dépend aussi de la demande. Je ne suis pas certaine qu'on ait un délai moyen. Alors, le délai moyen, il doit exister, mais peut-être avec des écarts qui sont sans doute importants en fonction des territoires. Tout à fait. Les délais moyens sont extrêmement variables d'un territoire à l'autre. Si je prends un cas extrême sur Paris, on est sur un délai moyen de plus de 15 ans. Voilà. Alors après, c'est un délai moyen, donc il y a des attributions qui peuvent se faire plus rapidement, notamment quand il y a des critères de priorité. Et puis dans d'autres territoires où la tension est beaucoup moins importante, là, on est plutôt sur des délais de 1 à 2 ans. C'est vraiment extrêmement variable d'un territoire à l'autre. Donc, pour résumer, ce que vous nous conseillez, c'est ce conseiller à nos participants qui recherchent un logement social, c'est d'actualiser régulièrement leurs demandes et de s'informer aussi auprès de leur employeur ou des communes sur lesquelles ils souhaitent effectivement se loger, de voir les opportunités qu'il peut y avoir en termes de réservation, y compris au niveau de leurs conjoints s'ils sont salariés. Donc de la mettre à jour et puis de peut-être effectivement élargir aussi parfois la demande à des communes sur lesquelles il y aurait peut-être plus d'offres en fonction effectivement du potentiel qu'il y a sur la commune. Tout à fait. Je me permets de poser une question qui a été rédigée à plusieurs reprises concernant la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Est-ce que cette reconnaissance permet d'être prioritaire sur les demandes de logements sociaux? Alors oui, effectivement, ça permet effectivement d'obtenir des critères de priorité. Alors, sachant que les critères de priorité, ils sont fixés dans leurs grandes lignes dans la loi, mais ensuite, c'est charge à chaque territoire qui a la compétence habitat de les préciser. Et donc, il n'y a pas de règle générale sur la question. C'est en fonction des règles locales qui ont été retenues sur justement l'appréciation de ce critère de personnes porteurs de handicap.
Après, ça dépend du type de handicap, mais c'est vrai que compte tenu de l'ancienneté du parc de logements, on se retrouve parfois avec des logements qui ne sont pas forcément adaptés à des personnes à mobilité réduite. Et donc, voilà, il y a certains logements qui sont adaptés à des personnes à mobilité réduite, pardon, mais ce n'est pas forcément tous. Donc, voilà, ça peut être important de bien le faire, l'indiquer dans sa demande. Et quand je dis territoire, c'est effectivement c'est en général au niveau de l'intercommunalité que ces éléments sont fixés. Parfois, ça peut être à l'échelle du département, notamment dans les départements les moins peuplés. Merci beaucoup. De toute façon, n'hésitez pas à aller sur le stand de la DGFP si vous souhaitez poser d'autres questions ou les poser aussi sur le fil de la conversation. Donc là, Guilhem vous a donné les conseils et on sait de toute façon, quand même, on sait que c'est compliqué, mais en tout cas, il faut persévérer pour pouvoir avoir un logement social. Mais entre le logement social et le parc privé, il existe, comme son nom l'indique bien, des logements dits intermédiaires, souvent plus méconnus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaitait avoir l'intervention de Bruno Ferreira de CDC Habitat, qui justement met en location ce type de logement pour vous présenter qu'est-ce que le logement intermédiaire et comment également pouvoir y accéder. Bruno, si vous êtes là, alors je ne vous ai pas encore vu parce que comme on est nombreux. Je suis là. Je suis là. Vous m'entendez? On vous entend très bien, Bruno. Super, je n'avais pas de retour. Qu'est-ce que le logement intermédiaire? Ouais, je vois que le temps file, je vais essayer d'aller assez vite sur la présentation et du logement intermédiaire et de ce qu'on peut faire donc, à travers notre structure CDC Habitat. Le logement intermédiaire, c'est une catégorie de logement qui a été créée en 2014-2015. Comme le disait effectivement Sandrine, c'est une catégorie de logement qui vient s'intercaler entre le logement social et le logement libre et qui vient répondre à une problématique qui est la problématique des classes moyennes et les zones tendues pour simplifier à l'extrême. Donc on a surtout développé le logement intermédiaire en région parisienne, autour de l'arc méditerranéen, dans le pays franco-genevois et au niveau de toutes les grandes métropoles. C'est une catégorie de logement dont les loyers sont encadrés, qui sont soumis à des plafonds de ressources. On peut peut-être passer à la slide juste après. Voilà, super. Dont les loyers sont encadrés, qui sont soumis à des plafonds de ressources, mais qui sont supérieurs au logement social. Donc la dernière catégorie de logement social, en tout cas celle qui prend les revenus les plus élevés, ça s'appelle le PLS. Le logement intermédiaire est parfois équivalent au barème des PLS, parfois un petit peu au-dessus. Mais en tout cas, c'est des loyers qui sont encadrés, qui sont soumis à des plafonds de ressources, mais qui offrent beaucoup plus de souplesse que le logement social. Voilà, donc il y a un exemple qui vous est donné. Je pourrais vous transmettre un lien, je vais essayer de vous le mettre là dans le fil de la conversation, qui vous permet de regarder quels sont les différents plafonds. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux vous le faire. Je vais vous mettre un lien. Alors, ça vous amène vers un site qui vous donne les plafonds de ce qu'on appelle le logement Pinel, mais c'est exactement la même chose que pour le logement intermédiaire. Donc, vous pourrez effectivement regarder quels sont les différents plafonds. Et si on est éligible, oui, pardon. Oui, excusez-moi, Bruno, je dis si vous allez sur le stand de CDC Habitat Location ou le stand de la DGAFP, vous pouvez également faire vos simulations. Exactement, exactement. Merci de l'avoir précisé. De la même manière que pour le logement social, pardon, ce qu'on prendra en compte pour mesurer l'éligibilité, c'est le revenu fiscal de référence de l'année N-2. Donc là, il y a un exemple pour un ménage de 4 personnes, dont 2 personnes à charge, mais tous les niveaux de loyer qui sont indiqués sur le lien que je vous ai communiqué. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est le revenu fiscal de référence de l'année N-2 avec une différence
notable, majeur par rapport au logement social, c'est que quand on rentre dans un logement social, tous les ans ou tous les 2 ans, il y a une enquête qui est faite pour voir si les niveaux de ressources ont évolué. On se retrouve parfois à payer des surloyers, ce qui n'est pas le cas dans le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, si on est éligible par rapport à ses revenus d'il y a 2 ans et qu'on rentre dans le logement intermédiaire, il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, depuis que le logement intermédiaire a été créé, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans, on n'applique jamais de surloyer. Donc c'est quand même un petit avantage. On peut passer à la slide d'après si vous le voulez bien. Voilà, et donc en tant qu'agent de la fonction publique, vous bénéficiez d'un net avantage, c'est que il y a plusieurs caisses de retraite de la fonction publique qui ont investi dans le logement intermédiaire, notamment de CDC Habitat, et ça ouvre des droits aux agents de la fonction publique sur une partie de notre patrimoine. Alors juste avant qu'on voit ça, je vais juste faire une toute petite parenthèse sur CDC Habitat, parce qu'on est un bailleur qui n'est pas forcément très connu du grand public. Si avant Habitat, il y a CDC, c'est pour Caisse des dépôts et consignations. Donc pour simplifier, CDC Habitat, c'est le bailleur de la Caisse des dépôts et consignations. On a une grande partie de notre patrimoine qui est du logement social, et là vont s'appliquer les règles qui vous ont été expliquées juste avant par monsieur Canva. Et une autre partie de notre patrimoine, c'est du patrimoine qu'on appelle libre et intermédiaire. Et là, effectivement, vous retrouverez tous ces logements sur notre site à nous. Je vais vous mettre aussi le lien qui permet d'accéder au site, que vous pourrez également retrouver sur les stands qui sont présents sur le salon. Mais depuis le lien que je vais vous communiquer tout de suite, si j'arrive à le copier là, vous allez pouvoir vous créer un compte et accéder à nos offres de logement. Donc, si vous voulez bien passer au slide d'après, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne pour avoir accès aux offres de logement. Ah, il manque... Eh ben, c'est pas grave. Il doit manquer quelques éléments, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. À moins que je puisse prendre la main, peut-être. Sandrine, tu pensais que c'est possible, ça? Que je puisse partager mon écran? Oui, ça sera mieux. Je suis désolée parce que du coup, j'ai pris. Pas de souci, non, mais c'est nous, voilà, c'est les joies du direct, aucun problème. Je vais vous partager mon écran. On va espérer que ça fonctionne bien. Et là, vous voyez ce que j'ai à l'écran normalement. Oui, on voit très bien. Super. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est la page d'accueil de l'espace qui est dédié aux agents de la fonction publique. Donc depuis le lien que je vous ai mis dans la conversation, vous allez arriver, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page-là. Il vous suffit de vous rattacher à votre ministère. Donc il y a tous les ministères, puis après on a quelques spécificités comme la PHP qui apparaît là. Donc vous pouvez vous rattacher à votre ministère de tutelle, vous créez un compte. À ce stade-là, il n'y a aucun document à fournir. Donc la création du compte, ça prend vraiment 2 minutes montre en main. Je m'identifie auprès de mon ministère, enfin je me rattache à mon ministère, je renseigne une adresse mail pro ou perso, peu importe, un nom, un prénom, numéro de téléphone, un mot de passe, et le compte est créé. Je vais me connecter avec mon compte à moi et vous allez voir exactement comment ça figure sur le site. Une petite précision, nous avons aujourd'hui, puisque c'est un e-salon qui est fait pour l'ensemble des fonctionnaires, mais j'ai vu la fonction publique hospitalière, c'est également valable pour la fonction publique territoriale. Territoriale, oui, on a pris en compte les 3 volets. C'est l'ensemble, et ce ne sont pas que les fonctionnaires, ce sont l'ensemble des agents de la fonction publique. OK. Voilà, donc même les contractuels, aucun problème. Merci pour la précision. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir se créer un compte, encore une fois ça prend 2 minutes montre en main, et d'avoir ensuite accès aux offres de logement de CDC Habitat. Quand on va aller sur le portail, on va voir tous les logements qui sont disponibles chez CDC Habitat à l'instant T. Donc là, vous voyez, hop, quand je me suis connecté, il y avait un peu plus de 900 logements disponibles. Si je me connecte un petit peu plus tard dans la journée, certains des logements qui apparaissent là n'apparaîtront plus, parce qu'on les aura dépubliés et de nouveau auront été publiés. En moyenne, on a entre 800 et 1000 logements qui sont publiés à peu près tout le temps. Je peux faire une recherche, bien sûr, en précisant une ville, un département, une région, un budget, un nombre de pièces, ainsi de suite. Je vous parle essentiellement du logement intermédiaire, mais on peut également filtrer ici en regardant l'offre de logement libre, intermédiaire, voire même social. On a parfois quelques logements sociaux qui sont publiés, mais c'est entre 5 et 10% de notre offre. Vous voyez, sur les 944, il y en a là 59 qui sont publiés. Mais s'ils sont publiés, c'est que vous pouvez très bien cliquer dessus et aller déposer votre candidature. Si je fais une recherche large, hop, et que je fais une recherche, tout à l'heure j'ai vu la région de Nice qui apparaissait dans une des demandes, hop, je vais avoir l'offre qui apparaît. Encore une fois, ça ne dit pas quel est notre patrimoine sur le secteur, ça dit juste qu'est-ce qui est publié à l'instant T. Donc l'idée, c'est que vous puissiez naviguer. Donc vous avez une cartographie qui vous indique où sont les logements. Et à chaque fois, il y a ici l'information sur les petites vignettes, savoir si c'est un logement intermédiaire, un logement libre ou un logement social, le cas échéant. Je vais faire une autre recherche en Île-de-France
tiens, même à Paris même, pour vous montrer quelque chose qui est intéressant. Hop, sur certains logements, vous aurez un petit bandeau, comme le bandeau bleu, je vais le grandir là, que vous avez ici, où il est marqué « Exclu partenaire ». Ces logements-là, quand il y a ce petit bandeau, c'est des logements qui ne sont pas ouverts au grand public et qui sont réservés pendant un temps, une période d'exclusivité, aux seuls agents de la fonction publique. Les autres logements sont ouverts au grand public. Et c'est vrai que quand on publie un logement chez CDC Habitat, le logement, c'est un marché pénurique, c'est extrêmement tendu. J'ai vu beaucoup de commentaires dans le fil du commentaire qui disaient qu'effectivement c'était difficile d'accéder à un logement. Sur le logement libre et intermédiaire, c'est peut-être un peu moins compliqué sur le logement social, mais on a aussi beaucoup de demandes. Puisqu'en moyenne, quand on publie un logement, ça génère 90 candidatures. L'avantage de ce dispositif qu'on met en place pour les agents de la fonction publique, c'est que sur les logements qui sont ouverts au grand public, vous bénéficiez d'un traitement prioritaire, puisque comme on saura vous identifier grâce à la création de votre compte, on saura retrouver votre candidature et la traiter de manière prioritaire. Et le deuxième avantage, c'est que vous avez en plus accès à des logements pendant une période d'exclusivité qui, eux, sont uniquement ouverts aux agents de la fonction publique. Donc ce dispositif, en fait, on l'a mis en place depuis maintenant 6 ou 7 ans. Ça nous permet d'identifier tous les agents qui arrivent sur notre compte, sur notre site, pardon, et de les traiter en priorité. Je vais répondre, alors je ne vois plus le fil de la conversation, je vais répondre à des commentaires qui ont souvent été faits. Oui, c'est parfois, enfin c'est des logements qui sont plus chers que le logement social. Je sais bien que ça ne répondra pas à toutes les demandes, il y a tous les besoins, mais l'idée de ce dispositif, c'est que si on peut identifier la candidature d'un agent et la mettre en face de notre logement, on fera en sorte de la traiter de manière prioritaire. Voilà, donc l'idée, c'est que vous puissiez avoir accès à ces offres de logement. Et puis après, pour candidater, c'est très simple. Il suffit de, je ne vous l'ai pas montré ici, mais de cliquer sur une offre. Ici, comme je l'ai fait, d'avoir accès donc au descriptif, à toutes les photos, une cartographie qui permet vraiment de voir où est le logement, un descriptif, hop, qui est ici. Et si vous souhaitez candidater, il suffit de cliquer sur « Je souhaite visiter ». Et là, soit vous pouvez nous appeler, et vous avez directement un agent au téléphone qui traite votre candidature. Soit si vous ne pouvez pas appeler, vous envoyez, je vais essayer de vous remontrer un formulaire de candidature et on vous rappelle sous 48 heures. C'est beaucoup plus souple que pour le logement social. Il n'y a pas de commission d'attribution des logements. Sur le logement libre et intermédiaire que CDC Habitat commercialise, c'est nous qui choisissons, qui étudions les dossiers, qui sélectionnons les candidats et la qualité, votre qualité d'agent de la fonction publique vous donne un vrai avantage, c'est qu'à dossier équivalent, entre une candidature grand public et une candidature fonction publique, on va toujours prioriser la candidature fonction publique. Voilà, donc c'est pas la solution à tout, mais l'objectif de ce dispositif, c'est que ça vous donne une piste supplémentaire. Encore une fois, la création du compte, ça prend 2 minutes montre en main, ça vous coûte rien de vous créer un compte, de vous connecter, vous avez accès aux offres de logement et encore une fois, vous pouvez très bien candidater en ligne sans aucun problème ou ne serait-ce que nous appeler pour avoir des renseignements. Une autre différence majeure par rapport, ou quelques autres différences majeures par rapport au logement social, c'est le délai. Aujourd'hui, le délai moyen entre le traitement de la candidature et la signature du bail chez nous, elle est de l'ordre de, en fonction des secteurs, ça peut changer, mais elle est en moyenne de 25 jours. Si vous n'êtes pas éligible, on vous le dira tout de suite. On ne vous laissera pas attendre 4 semaines ou 5 semaines, voire j'ai même vu des délais parfois plus longs sur le logement social avant de vous donner une réponse. On vous dira tout de suite si vous êtes éligible sur ce logement-là ou pas. Si ce n'est pas le cas, on essaiera de vous guider par rapport à votre situation en vous disant, voilà, par rapport à votre situation familiale et à votre revenu, sur notre site, faites une recherche avec un loyer maximum de temps. Et là, effectivement, vous serez guidé. Et encore une fois, si on peut vous accompagner, on le fera. Si on n'a pas d'offre disponible, malheureusement, on ne sera pas le bon interlocuteur pour répondre à votre demande. Mais l'idée, c'est que vous ayez chez nous un parcours facilité, en tout cas. Je suis allé un peu vite, du coup. Non, mais c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut se mettre des alertes? Parce que je vois une de nos participante qui dit aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose sur Paris et c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est dommage, bien évidemment, parce que je pense que ça part aussi très vite. Est-ce qu'on a la possibilité de se mettre des alertes? Juste ici, oui, une fois que je spécifie certains éléments, il y a le petit bouton « Créer une alerte » qui apparaît. Le fait de se créer une alerte permet, dès qu'un logement est publié, de recevoir une alerte sur l'adresse mail que vous aurez renseignée et de pouvoir candidater directement. Effectivement, ça va très très vite, je ne vous l'ai pas précisé. Si vous avez la possibilité, quand vous voyez une offre, donc comme je vous l'ai dit, vous avez soit la possibilité de nous appeler, soit de nous envoyer un formulaire de candidature pour être appelé. Si vous en avez la possibilité, je vous conseille de plutôt nous appeler. Ça, c'est une ligne dédiée qui est réservée à nos partenaires, notamment à la fonction publique. Ce n'est pas la ligne grand public, c'est une ligne qui sonne en priorité sur notre plateforme. Pourquoi je vous conseille de nous appeler? C'est que quand je vous dis qu'on vous rappelle sous 48 heures, si vous nous envoyez un formulaire, il y a des logements qui restent publiés moins de 48 heures. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a
programmer un nombre de visites suffisant pour faire visiter le logement. En moyenne, c'est entre 5 et 10 candidats par logement. On va dépublier le logement. Donc voilà, l'idéal, si vous pouvez, c'est vraiment de nous appeler dès que vous voyez un logement qui est publié ou que vous recevez l'alerte pour nous transmettre votre candidature. Et c'est au moment où on va programmer la visite du logement qu'on vous enverra un lien pour que vous puissiez monter votre dossier de manière dématérialisée. Et là, vous aurez juste à scanner vos documents avec votre téléphone pour monter votre dossier. Donc, Nous voilà. avons également une question qui est revenue à 2 reprises. Je me permets de vous couper, Bruno, et de vous la poser. Concernant la région Grand Est, il y avait une question sur l'offre disponible sur cette région-là. Faudrait que je retourne sur les sites. Du coup, j'ai arrêté le partage d'écran. Le Grand Est, c'est vaste. On va regarder. Je vais regarder. Alors, je vais vous montrer tout de suite une chose. Aussi, j'ai vu, je crois, puisque le CSF est partenaire aussi d'entreprises dont les agents sont salariés, ne sont pas fonctionnaires, mais c'est des entreprises type Air France ou Airbus. Oui. Donc, j'ai vu, je crois, nous avons des participants d'Air France. Donc, effectivement, ils ne sont pas fonctionnaires et si j'ai bien compris, ils ont bien évidemment accès au logement intermédiaire, mais par contre, ils n'ont pas la priorité liée à la fonction publique, mais bien évidemment, ils peuvent faire leur demande de logement intermédiaire. Ils peuvent bénéficier d'un traitement prioritaire, ils n'auront pas accès au logement réservé fonction publique. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué, je vous ai montré un petit logement avec une bannière exclue partenaire. Ceux-là sont réservés pour une période d'exclusivité aux seuls agents de la fonction publique. Donc ils n'auront pas accès à ces logements-là, mais ils auront accès à l'ensemble du parc sinon. Et le temps que Bruno cherche aussi, bien évidemment, alors le logement intermédiaire, comme son nom l'indique pas, mais effectivement, c'est entre le social et le libre. Il y a, même si en priorité, regardez sur le site de CDC Habitat, il y a d'autres bailleurs qui proposent du logement intermédiaire. Donc il y a une filiale d'Action Logement qui s'appelle Inly, par exemple, qui propose, c'est les 2 plus gros, c'est Action Logement, donc Inly et nous. Voilà, parce qu'en fonction des secteurs, les bailleurs sociaux ont aussi une histoire territoriale. Et donc, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, sur la région Grand Est, vous avez peut-être INLI qui a peut-être un peu plus de logements. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur les sites de ces 2 partenaires. En fait, le principe du gros de notre développement sur le parc libre intermédiaire, c'est d'aller vraiment dans les zones où la demande est la plus tendue. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la fameuse diagonale du vide. Là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur bouger à l'écran, mais il y a effectivement, ce n'est pas à Bourges qu'on s'est le plus développé, ni à Clermont-Ferrand, mais si on regarde le secteur de Strasbourg, par exemple, on va avoir, Strasbourg, là, on est vraiment dans l'Est, là, quand même. Donc, je ne sais pas quel était le secteur identifié par la personne qui parlait du Grand Est. On a de la présence. Après, effectivement, on va être vraiment plus proche des grandes villes. Et de toute façon, et en moyenne, Bruno, en termes alors je dis bien de moyenne, au niveau des loyers par rapport au parc privé, alors ça doit dépendre des secteurs. On est globalement, le logement intermédiaire est 10 à 15% en dessous des loyers de marché. Donc, si on est dans un secteur où les loyers de marché sont extrêmement élevés, ça va être un peu moins cher, mais cher quand même. Pour être très clair, effectivement, en Ile-de-France, le logement intermédiaire, c'est un plus parce qu'on n'est pas sur un marché complètement dérégulé, mais on est sur des niveaux de loyer qui sont quand même élevés. Et du coup, d'ailleurs, un avantage peut-être où il n'y a pas de frais d'agence quand on passe par. Je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas de frais d'agence, il n'y a pas de frais d'état des lieux, ni d'entrée ni de sortie. Soit vous êtes éligible, soit vous ne l'êtes pas, on ne vous demandera pas non plus de caution, de garant, pardon. Donc, c'est effectivement certains avantages qu'offre CDC Habitat. Et notamment, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de frais d'agence, généralement, ça fait une économie de l'ordre d'un mois de loyer. Bien sûr. Et du coup, en termes de dépôt de garantie, là, par contre… la caution, c'est un mois de loyer hors charge. OK. Non, mais c'est quand même intéressant parce que du coup, ça permet… quand on n'a pas de frais d'agence, ça économise quasiment, ça permet de financer le dépôt de garantie. Exactement. Merci beaucoup, Bruno. Je suis désolée parce qu'on a vraiment dépassé. Je crois que on va me dire que je parle beaucoup, mais c'était vraiment intéressant. En tout cas, merci Guylaine Canva, merci Bruno Ferreira pour cette intervention. Je pense que c'était important qu'on parle aussi du locatif, sur le social, de donner des conseils et sur le logement intermédiaire. J'espère que, en tout cas, nos visiteurs ont appris et vont pouvoir, je suis sûre qu'ils vont très rapidement aller sur le stand de CDC Habitat sur la partie locatif et le stand de la DGAFP pour en savoir un peu plus. En tout cas, le ISA
e-salon, de toute façon, sera encore ouvert demain si vous souhaitez, pour nos participants, retrouver des informations. Et vous allez recevoir d'ici peu de temps le replay, de toute façon, de ce webinaire où vous pourrez le consulter en ligne sur le e-salon. Donc, un grand merci à nos intervenants, un grand merci à nos participants. Et puis, il y a d'autres conférences qui vont commencer. Donc, n'hésitez pas à venir participer aux prochaines conférences. À très bientôt et encore merci à tous. Merci infiniment. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.